Soyez toutes et tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager avec vous. La domination adulte, nous y avons tous eu affaire. C'est la culture, l'eau dans laquelle nous baignons tous. Même si vous avez eu la chance de grandir auprès de parents suffisamment conscients du phénomène et capables de le remettre en cause, vous avez grandi dedans, car toute la société en était imprégnée. La domination adulte, nous avons commencé à en parler avec Daliborka Milovanovic dans les épisodes 12 et 13 du podcast Entre là consacré à l'écoféminisme. Et dans l'épisode 42, celui de la semaine dernière sur la non-violence avec Célia Grincourt. Je vous préviens, il est possible que le début de cette interview vous agace un peu, que vous vous disiez « Bon, là, elles exagèrent un peu ». Je vous propose de poursuivre tout de même, avec curiosité. La domination adulte a été tellement intériorisée que nous ne la voyons pas. Prendre conscience qu'elle est là partout et qu'elle n'a pas de raison d'être autre que culturelle demande un effort, une prise de recul. Cela dit, je crois que l'effort vaut vraiment le coup. Car cette violence-là est liée à toutes les autres. La domination sur les plus fragiles, sur les femmes, sur les personnes racisées. Elle va avec toute la hiérarchie dont nous avons parlé avec Deva Bronchi dans l'épisode 31. Imaginez un monde dans lequel les enfants grandiraient sans violence, en préservant leur sensibilité, sans trauma. Vous n'auriez besoin d'aucune éducation à l'empathie car elle serait restée vivante. Vous n'auriez besoin d'aucune éducation à la conscience car elle va avec la sensibilité. Imaginez que vous ayez pu grandir sans cette violence-là, sans cette domination-là. Imaginez l'enfant joyeux que vous auriez pu être. Et le monde qui, avec nous tous, aurait pu émerger. Un monde sans domination est assurément un monde où chacun est respecté, préservé dans sa dignité et ses droits fondamentaux. C'est un monde écologique, forcément. Imaginez. Et voyez que nous pouvons le faire advenir, petit à petit, pas à pas. Chère auditrice, chers auditeurs, le podcast Entre là et cet épisode sont pour toi. Bonne écoute, Entre là! Bonjour Daliborka, je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. On avait parlé ensemble d'écoféminisme et puis d'écoparentalité. Et aujourd'hui, on va continuer à suivre ce fil d'une forme d'écoparentalité, tu qualifieras comme tu le souhaites, pour aller dans la domination adulte. Je rappelle aussi que tu es, entre autres, philosophe, logicienne, éditrice, doula, présidente de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Est-ce que, pour commencer, tu veux nous donner ta vision de la domination adulte, du lien entre la domination adulte, l'éducation, l'écoparentalité, l'écoféminisme? Comment tu relis tout ça? Ouh là là, bonjour déjà. Merci Gaëlle de m'avoir de nouveau invitée à échanger avec toi, c'est toujours très stimulant. Alors, je vais peut-être commencer par des définitions simples, plutôt que de tout de suite faire les liens avec l'écoféminisme, etc. Comment dire? Donc moi je distingue, mais pour la forme, hein, pour avoir les idées claires, la domination adulte et l'adultisme. Non pas que ce soit deux notions opposées, hein, c'est simplement deux façons de voir les mêmes phénomènes. Donc pour commencer, je vais exposer un petit peu ce qu'on entend par domination adulte. Alors, le terme, je ne saurais dire exactement à partir de quand il apparaît. Moi, j'ai l'impression de l'avoir toujours connu à partir du moment où j'ai commencé à réfléchir à l'éducation. Cette notion m'est apparue lors de mes échanges avec des groupes de parents qui instruisent leurs enfants en dehors de l'école ou qui ne les instruisent pas. On pourrait développer cette idée de ce
que serait une non-instruction qui n'équivaut pas à de la négligence, au contraire. Mais enfin, c'est dans ce cadre-là que j'ai entendu pour la première fois cette notion de domination adulte, notamment sur un site qui s'appelait Enfance buissonnière. Voilà, et sur la liste de discussion de l'association Les Enfants d'abord. Donc ça fait très très longtemps, hein, ça remonte à presque 20 ans maintenant. Et ensuite, Yves Bonnardel, l'auteur du premier livre en français sur ce sujet, qui a été publié dans ma maison d'édition, est venu me proposer la publication de cet ouvrage. Donc, une notion qui était assez claire et évidente pour moi voilà, dès qu'il a été question de remettre en cause un petit peu les normes traditionnelles d'accompagnement des enfants. Donc la formule telle qu'elle a été proposée par Yves Bonnardel, elle fait clairement référence, de façon critique, à l'ouvrage de Pierre Bourdieu, La domination masculine, puisque finalement nos sociétés sont tout autant construites sur des dominations de classe d'âge que sur des dominations de classe de genre ou autres classes plus spécifiquement sociales. Et tous ces rapports sociaux de domination, en fait, ils sont imbriqués les uns dans les autres. Les rapports sociaux de domination liés à l'âge sont imbriqués dans les rapports sociaux de domination liés au genre, à la classe, etc., etc. Donc voilà, la domination adulte, c'est un rapport social de pouvoir et de domination déterminé par l'âge, qui implique un certain nombre de discriminations et de violences. Donc, moi, plus spécifiquement, j'appelle domination adulte les conditions matérielles et idéologiques, ainsi que les mécanismes par lesquels les plus jeunes sont dominés, opprimés et dépossédés de leur agentivité par les adultes. Et cette domination des adultes sur les plus jeunes, elle s'exerce à travers un certain nombre de procédés matériels ou physiques qui, dans les divers discours philosophiques, scientifiques, médicaux, puériculturels, éducatifs, sont naturalisés, comment dire, c'est-à-dire qu'ils sont expliqués comme relevant d'une prétendue nature de l'enfant. Voilà. Et donc, ils sont... Oui, qui serait lié, tu veux dire, à son immaturité, à sa vulnérabilité, à des caractéristiques intrinsèques. C'est ça. Il y a une nature de l'enfant, il y a des besoins spécifiques, supposés, qui découlent de cette nature, enfin réels ou supposés, hein, et à partir de là, la domination des adultes sur les plus jeunes est justifiée. Alors moi, j'ai identifié plusieurs types de procédés, hein, qui regroupent part importante des comportements adoptés ou souhaités des adultes vis-à-vis des plus jeunes. Et ces procédés font partie des structures fondamentales de la domination adulte. Alors, c'est l'objet d'un travail de recherche actuellement. Je ne vais pas donner plein de détails, mais vous lirez mon travail de recherche plus tard. Mais voilà, en tout cas, il s'agit de ça. Maintenant, j'ai aussi... comment dire, j'ai séparé la notion d'adultisme de la domination adulte, pareil pour des questions de méthode. Et finalement, l'adultisme, c'est pas tellement, ça désigne pas tellement les conditions matérielles, ça désigne plutôt le système de valeurs dans lequel les enfants occupent une place inférieure à celle des adultes dans la hiérarchie ontologique et juridique qui structure notre société. Alors, la hiérarchie ontologique, c'est la hiérarchie des êtres ou des catégories d'êtres dans leurs attributs généraux, et ça implique une hiérarchie des intérêts respectifs de chacun. La hiérarchie juridique, hein, c'est typiquement le statut majeur-mineur. Et donc, la stratification, elle s'effectue selon que l'on possède plus ou moins certaines aptitudes qui sont valorisées. Et donc, la hiérarchie ontologique, elle fonde et elle justifie la hiérarchie juridique, c'est-à-dire un système de droit différentiel. Dans une société adultiste, l'état adulte, en fait, qui est à partir de 18, 23, 25 ans, hein, ça dépend si on poursuit les études ou pas,
et qui s'arrête plutôt vers le moment où on va à la retraite d'ailleurs, hein. Donc cet état d'adulte est érigé en état de perfection, de complétude, d'achèvement et d'autonomie de l'être humain. Au contraire, l'enfant est caractérisé par son insuffisance et par la nécessité ontologique, naturalisée, hein, de son hétéronomie, c'est-à-dire la nécessité d'être dirigé et administré selon la loi et les intérêts d'un autre que soi, que lui-même en fait. Et c'est de cette manière finalement. Au prétexte qu'il n'en serait pas capable, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, en lien avec son immaturité et ses défaillances biologiques, intellectuelles, etc. Et donc, c'est ainsi que les sociétés adultistes distinguent un statut mineur, l'enfant, et un statut majeur, l'adulte. Plutôt que d'admettre le principe égalitaire du statut unique de la personne, qui mettrait tout être humain, quelle que soit sa condition d'âge, au même niveau de dignité et de droit. Voilà, c'est un petit peu ma façon de voir les choses. Donc, je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ça. Oui, effectivement, ouais, merci d'avoir mis des mots sur ces notions. Le fait de réaliser, enfin, déjà, quand quelqu'un t'écoute, tu pourrais dire, bah oui, en fait, évidemment, un enfant, c'est normal qu'il n'ait pas les mêmes droits puisqu'il n'a pas les mêmes capacités. Par exemple, on ne va pas donner le droit à un enfant de 5 ans de conduire une voiture et puis en plus, il n'en aurait même pas la taille physique. Donc, comment est-ce on pourrait fabriquer des voitures à leur taille? Ouais. Comment tu distingues, on va dire, le côté nature et je ne sais pas si c'est culture, mais en tout cas, ce qu'on accepte de manière culturelle chez nous. En quoi c'est un problème? Parce qu'il y a peut-être des gens pour qui c'est pas clair, en fait, qui vont dire, bah, heureusement, en fait, qu'ils n'ont pas les mêmes droits et qu'ils sont plus protégés, par exemple. Mais moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que peut-être ils sont plus protégés, mais ils sont aussi pas écoutés et on les estime aussi en général pas capables. Par exemple, quand il y a des témoignages d'enfants, on craint beaucoup plus le mensonge. On parlait tout à l'heure là en off d'abus sexuels sur des enfants ou autres. Dans ce type de domination, d'ailleurs qu'on a aussi vis-à-vis des femmes, quand quelqu'un va au commissariat et dit qu'il s'est fait voler quelque chose, on ne commence pas à douter qu'il s'est fait voler quelque chose. Quand quelqu'un va pour dire qu'il y a eu un abus sexuel, on commence à douter de sa parole. Donc, il y a souvent un doute, par exemple, sur la parole des enfants. Donc, c'est peut-être là que tu vois l'adultisme. Enfin, en fait, peut-être si tu peux nous donner des exemples sur les conséquences que ça a sur notre vie commune. Bah, c'est tout ça en fait. C'est le statut de mineur qui est lié à l'institution de l'enfance. L'enfance, c'est pas un concept qui va de soi en fait. C'est même probablement pas un concept qui a existé de tout temps. L'enfance, c'est vraiment une conception de la vie des humains qui a été instituée, fondée pour servir un certain nombre d'intérêts. Pour protéger aussi, je ne dis pas que les intentions de ceux qui veulent protéger les plus jeunes en créant un statut particulier sont forcément mauvaises. J'imagine bien qu'il y a aussi des intentions nobles de protection derrière ça. Néanmoins, avec l'institution de cette catégorie ontologique, qui devient une catégorie juridique, on fabrique une abstraction, et les abstractions sont toujours des violences, parce qu'on ne parvient pas à sortir de ces abstractions-là. Les abstractions ignorent le vivant. Voilà.
Et donc, ce qui est particulièrement prégnant avec cette institution de l'enfance, c'est que ça implique une dérogation au droit commun. C'est ça, c'est un statut dérogatoire au droit commun. Au droit commun, mais tout simplement à une dérogation à l'éthique, presque, j'ai envie de dire. Il suffit pour cela de prendre n'importe quelle situation de rapport adulte-enfant et d'imaginer ce que ça donnerait si on les appliquait à des relations adulte-adulte. On serait tout de suite choqué. Même la notion de... Tiens, tu disais tout à l'heure les capacités, tu as évoqué la notion des capacités en disant que les enfants n'auraient pas la capacité. On ne refuse pas le droit de vote, par exemple, à des personnes qui sont handicapées ou je ne sais quoi, ou même des personnes qui ont eu de mauvaises notes à l'école. Et encore, c'est pas un bon exemple. L'école ne permet pas toujours aux individus d'exprimer leur pleine capacité. Mais une personne qui n'a pas l'air de trop s'intéresser, on ne lui refuse pas le droit de vote. Il n'y a pas d'examen pour obtenir ce droit-là. C'est quelque chose qui est admis comme appartenant à chacun, à chaque citoyen. Néanmoins, le statut de mineur retire. C'est une dérogation à ce droit fondamental, de base, dans une démocratie. Et finalement, il y a bien des enfants, des jeunes personnes, qui seraient tout à fait capables d'avoir un point de vue bien construit sur la politique dès l'âge de 10 ans. Il y a bien des adultes qui n'ont aucun avis ni aucun intérêt pour la chose politique à 40 ans. Et alors, pourquoi les uns peuvent voter et pas les autres? Et moi, je vais même plus loin. Je pense qu'il n'y a aucune raison philosophique, éthique, intellectuelle, scientifique, ce que tu veux, pour retirer le droit de vote, quel que soit l'âge. En fait, moi, je prône un droit de vote universel et absolu, quelle que soit la condition d'âge. Simplement, ils s'en empareront quand ils le pourront, quand ils le voudront. C'est exactement le cas pour les adultes. Il y a des adultes qui ont le droit de vote et qui ne s'en emparent pas. Alors ça, c'est un exemple. Tu as aussi évoqué le fait qu'on ne croit pas les enfants. Mais les enfants ne mentent ni plus ni moins que les adultes, en réalité. On dit la vérité sort de la bouche des enfants. Oui, les enfants ont tendance à être plus spontanés, ils ont beaucoup moins intégré certaines normes sociales qui leur permettent de réprimer certaines émotions ou certains points de vue que les adultes ont tendance à réprimer. Néanmoins, pour défendre ses intérêts ou pour se protéger, un enfant peut mentir aussi bien qu'un adulte. En fait, un enfant ne ment pas plus qu'un adulte. Peut-être même qu'il ment moins. Et effectivement, les plus jeunes sont comment dire, en fait, le prétexte de leur immaturité, de leur non-finitude, ils ne sont pas finis en fait, ça permet justement de prétendre qu'ils mentent. Ils mentent parce que, ils ne sont pas complètement terminés, ils n'ont pas conscience d'eux. Et finalement, c'est un prétexte pour ne pas avoir à entendre leurs paroles, ne pas avoir à en tenir compte. Et les violences qui sont exercées sur les plus jeunes et qui sont permises par la domination adulte, qui sont justifiées par l'adultisme, on ne veut pas les entendre. On se permet tellement de violence sur les plus jeunes, précisément parce que quand et si il ou elle souhaite les dénoncer, eh bien, on ne les croira pas, puisque de toute manière, on les considère comme moins que rien. Oui, ou alors qu'on va estimer que c'est juste normal. Je me souviens, je crois qu'on en avait parlé, une fois où j'allais visiter un centre de loisirs qui était près de là où on habitait.
Et à un moment donné, il y a une des accompagnatrices, enfin une des éducatrices, je ne sais plus quel était le nom exact de son rôle, qui m'a bousculée. Et puis, elle s'est retournée, elle m'a vue, elle m'a dit: «Oh, je suis désolée, j'ai cru que c'était un enfant». Je lui ai dit: «Mais si c'était un enfant, c'était encore pire». Enfin, en tout cas, c'est pas une excuse, quoi. Et Mmh. c'est un exemple, enfin voilà, parmi 1000 autres de Tout à ces fait. comportements que peuvent avoir certains adultes qui sont pas du tout protecteurs. Au contraire, c'est que comme c'est un enfant, on se permet n'importe quoi. Et on a le Oui, droit de lui parler d'une manière qu'on s'autoriserait jamais vis-à-vis d'un adulte, ou oui, on se permet des jugements qu'on s'autoriserait jamais vis-à-vis d'un adulte. oui. Et c'est, je trouve que ça marche très, très bien de faire cet exercice de pensée qui consiste à remplacer, enfin à plaquer une situation adulte, plus jeune sur une situation adulte-adulte et de se poser la question: «Qu'est-ce que ça nous ferait? Comment est-ce qu'on se sentirait si quelqu'un nous parlait comme ça, si quelqu'un considérait?» Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on considérait de cette manière les femmes. Et aujourd'hui, les femmes comment dire, enfin les féministes en tout cas ont beaucoup utilisé cet exercice de pensée. Faisons, le même sur une relation, entre, une personne blanche ou une personne de couleur. Tu vois ce que je veux dire? C'est, Mmh. de nos jours, on a remis en question beaucoup de rapports de domination et le rapport de domination sur les plus jeunes, c'est celui qui persiste en fait. Et d'ailleurs, moi, ma thèse, c'est qu'il est matriciel en réalité et probablement Mademoiselle, tu veux dire qu'il y d'une a plusieurs, causes? bah, en fait, comment dire? Dans une perspective intersectionnelle, la domination adulte, elle peut être vue, d'une part comme une catégorie universelle, tous les humains passent par le stade ontologique de l'enfance et d'autre part comme une structure de base. Ce que j'entends par structure matricielle, c'est une structure fondatrice en fait, qui permet de modéliser toutes les autres formes de domination, qu'elles soient de genre, de classe, de race, économique et cetera. Et finalement, on peut appliquer aussi bien un lexique que des descriptions donc, qui relèvent de l'enfance sur d'autres rapports de domination. Le rapport de domination des adultes sur les jeunes, c'est un paradigme de toutes les autres dominations. La notion d'infantilisation, par exemple, elle est appliquée à d'autres catégories opprimées. Par exemple, les populations colonisées, les populations racisées, les femmes. Et c'est pas du tout étonnant qu'on parle d'infantilisation, qui est un terme enfin, c'est un procédé qui va de l'adulte vers l'enfant, qu'on l'utilise dans d'autres situations. Je dis simplement que la domination des adultes sur les plus jeunes, euh, c'est comme un prototype, tu vois. C'est ça que j'appelle structure matricielle. C'est comme une espèce d'archétype, si tu veux, de la domination d'un plus fort sur un plus faible. Alors, pas un plus faible de manière essentielle, ni un plus fort de manière essentielle, mais un plus fort dans une certaine circonstance sur un plus faible qu'il est dans une certaine circonstance. C'est ça que je dis. Et, et, euh, et il me semble que on peut élargir toute la critique de la domination adulte à d'autres critiques des dominations. Voilà, tout simplement. Alors, je reviens un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Je disais que c'est la domination qu'on ne voit pas. L'exercice de pensée qui consiste à comparer des comportements qu'on a avec des enfants à des comportements, enfin d'imaginer qu'on a plutôt deux adultes en présence, pour moi, c'est assez efficace pour montrer. Je sais, tu vas me répondre, oui, mais un enfant, c'est pas pareil. Mais on va y venir, effectivement. Pourquoi les gens disent que c'est pas pareil. Mais en tout cas, cette domination, on l'a tous subi, toutes et tous subi, parce que nous avons tous été des enfants. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est une catégorie universelle, parce que tous les humains sont passés à un moment donné par le stade ontologique de l'enfance, enfin, l'enfance entre guillemets. Et tout le travail de prise de conscience de ce que nous avons subi pour enfants, la fidélité à notre être enfant est absolument nécessaire pour commencer la remise en question de cette structure de domination. Voilà.
Moi, je dis souvent que j'ai jamais oublié l'enfant que j'ai été et à qui on a fait subir certaines choses. C'est quelque chose qui est resté très, très vivace en moi et plutôt que de rejouer ce que j'ai subi, eh bien, j'ai décidé de traiter mes enfants comme j'aurais aimé qu'on m'ait traité quand j'étais plus jeune. Il y a tellement, tellement de notions qui paraissent naturellement attachées à n'importe quel être humain et qu'on retrouve, par exemple, dans la Charte des droits humains. Donc, des notions que l'on refuse totalement aux enfants, comme si, en fait, euh, le philosophe Bertrand Stern dit, finalement, les enfants ne sont pas des humains. C'est ça que dit le droit. C'est ça que dit c'est ça que disent celles et ceux qui défendent le principe d'une dérogation au droit commun concernant les enfants. Eh bien, la dignité, par exemple, typiquement, ça en fait partie. La dignité, une atteinte à la dignité, c'est ça l'humiliation finalement. C'est quand, alors, et la dignité, c'est un concept extrêmement vaste, évidemment, mais moi, je l'ai un petit peu résumé dans l'idée c'est quand on porte atteinte à la capacité, le droit naturel de chacun à disposer de son corps, à disposer de son temps, de son esprit, de son espace, à entrer en relation avec les autres et à subsister par soi-même sans être sans arrêt supervisé par quelqu'un. C'est ça en fait. L'atteinte à la dignité, c'est empêcher tout ça. Et les enfants, les plus jeunes, ils ont ces capacités-là. En réalité, dès la naissance, on en a déjà parlé lors la dernière fois, le dernier échange. Ouais, mais tu peux peut-être redire rapidement pour ceux qui ne l'auraient pas écouté ou qui l'auraient oublié. C'est vrai que c'est important de se rappeler ce que tu disais sur dès la naissance, l'enfant il est capable. Ouais. Dès la naissance, les êtres humains sont dotés d'un certain nombre de capacités qui vont progresser au fur et à mesure, qui leur permettent de survivre dans leur environnement. Et survivre dans leur environnement, ça implique notamment de s'attacher à quelqu'un qui va pouvoir pourvoir à certains de ses besoins qu'il ne va pas pouvoir assouvir de lui-même pendant un certain temps. Néanmoins, il possède ces capacités. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Les bébés sont extrêmement sensibles et ils ont des goûts, ils ont des préférences, ils ont des dégoûts et ils savent très bien l'exprimer en réalité. C'est nous qui sommes fermés à ce message qu'ils nous envoient pour nous indiquer ce qu'ils nous demandent, ce qu'ils ou elles nous demandent de faire pour eux.
pour elle. Donc, cette capacité à interagir avec son environnement, finalement, leur est déniée. Et la notion même de dignité, on ne leur applique pas. Quand il s'agit de dignité, les enfants sont exclus toujours. C'est comme s'ils n'en avaient pas. Ouais, ça a beaucoup d'incidence, à la fois sur la façon dont grandissent les enfants et puis la façon dont on est adulte. Le fait aussi, sans doute, qu'un certain nombre d'adultes acceptent d'être encore contrôlés, dominés ou pas, je ne sais pas. Est-ce que tu veux nous dire un peu les incidences que ça a, à la fois sur les enfants et sur les adultes qui deviennent, et sur la société dans laquelle on est? Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que la domination adulte s'exerce forcément par la violence et la contrainte, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique. Et finalement, c'est les pratiques auxquelles nous avons recours pour asseoir cette domination qui sont qui sont les plus délétères pour le développement humain. Bien plus que des conditions adverses que les enfants rencontreraient dans leur vie, une maladie, un accident ou quoi que ce soit. Alors, il y a une autre notion que j'ai pas évoquée là, mais qui est corrélative, corollaire de celle de mission adulte, c'est celle de violence éducative ordinaire. La violence éducative ordinaire, c'est donc, voilà, je dis, un ensemble de pratiques et de comportements des adultes qui portent atteinte à l'intégrité physique et psychique, à la dignité, aux droits fondamentaux, etc., des jeunes personnes. Et elles se caractérisent par la banalisation des rapports de domination. Voilà. Et donc, ces violences, cette violence éducative ordinaire s'exprime de différentes manières. Il ne s'agit pas de dresser une liste exhaustive, mais il y en a qu'on connaît, comme la fessée ou la gifle. Mais il y a le chantage, la négligence, le fait d'ignorer, le mensonge. Voilà. Le mensonge, c'est quelque chose de terrible, mais qu'on utilise sans arrêt avec les enfants. Et donc, tous ces comportements qui portent atteinte aux plus jeunes ont des conséquences psychologiques profondes. Finalement, un des premiers désastres de la domination adulte et de la violence, des violences corollaires, c'est le désastre psychologique. Et puis après, le désastre écologique, mais on en parlera peut-être plus tard, puisque l'un implique l'autre finalement. Donc, le désastre sur les psychés, sur les émotions, sur la capacité d'aimer, sur la capacité d'entrer en lien de manière respectueuse, c'est un désastre sur la sensibilité, donc la capacité de ressentir, la capacité de considérer autrui comme un être vivant et sensible qui a une existence propre. Parce qu'ils n'ont pas été eux-mêmes, c'est ça. Qui n'est pas un objet, qui est un sujet. Est-ce que tu veux dire par là, par exemple, toi, je suis toujours un peu choquée quand les gens disent on a fait des enfants ou on veut faire des enfants. Est-ce que finalement, ce genre de vocabulaire, ça ne crée pas une forme de réification? Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais eu le sentiment de faire des enfants. J'ai accueilli en moi des êtres qui venaient s'incarner là et dont j'étais curieuse de qui ils allaient être et ce qu'ils allaient vouloir faire, mais j'étais juste à un endroit de passage, enfin un lieu de passage ou un lieu de croissance. Oui. Et quand j'entendais des gens dire nous on a fait des enfants, mes parents toujours dit on a fait des enfants, on a fabriqué des enfants. J'ai l'impression que ça fait des autres des objets en fait. Comme tu les fabriques, du coup tu continues après à les fabriquer en les dressant quand ils naissent. Et puis est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de fort en fait déjà rien que par ce mot qui est utilisé? Oui, bien sûr, ce mot exprime très très bien l'objectisation, l'objectification, je ne sais pas trop quel mot employer là, en l'occurrence, des enfants. Tout à fait. Voilà, ça l'exprime parfaitement. Et donc, les enfants sont non seulement considérés comme des objets, mais partant comme des possessions finalement et des propriétés des parents qui peuvent en disposer comme bon leur semble, comme ils disposeraient de n'importe quel objet qu'ils ont acheté, acquis.
J'entends souvent cette phrase rigolote qui dit bon ben voilà, on a fini ses études, trouvé un travail, acheté une maison, une télé, maintenant on va faire des enfants. Voilà, comme si on ajoutait au panel de ces réalisations matérielles celle de la mise au monde d'un nouvel être dont on va pouvoir finalement disposer, qu'on va pouvoir contrôler comme on a contrôlé tout le reste de sa vie. Oui, ça l'exprime très, très bien. Il faudrait méditer cette phrase. Mais de toute façon, tout notre lexique, tout notre vocabulaire est empreint comment dire, témoigne de la domination des adultes sur les plus jeunes. Donc, ce que tu nous dis, si je comprends bien, c'est qu'en fait, ce rapport de domination qu'on crée sous prétexte que les enfants seraient moins capables que les adultes et que ce serait naturel, il est faux. Il a effectivement des conséquences sur la manière dont les enfants grandissent. Qu'est-ce que tu vois comme conséquences multiples? Il y a effectivement le fait que toute cette violence éducative qu'on qualifie d'ordinaire, parce que ce n'est pas une violence choquante, c'est une violence qui est vue comme ordinaire parce qu'en fait, chez nous, elle est culturellement acceptée. Mais ça reste de la violence, donc c'est juste une violence qu'on a tendance à pas voir parce qu'on l'a tous plus ou moins subie et que du coup, elle nous choque plus, quoi. Après, c'est difficile d'être exhaustif, mais là, tout de suite, si je reprends un petit peu le développement depuis la naissance, hein. La négation de la sensibilité. Quand un enfant dit ne veut pas mettre un manteau, il ne veut pas mettre un manteau parce qu'il a chaud. D'ailleurs, tu connais cette entrée dans le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, chandail, vêtement que la maman met à son enfant quand elle a froid. Donc effectivement, à force que des adultes décident à la place de l'enfant pour des choses qui concernent son corps et qu'il est parfaitement capable d'évaluer, un enfant sait quand il a envie de faire pipi, il sait quand il a froid, il sait quand il a faim. Nous aussi, on le sait, pour ceux d'entre nous qui n'ont pas été trop abîmés. Mais bon, à force d'intervenir dans ces processus absolument physiologiques, instinctifs, naturels, on va brouiller le rapport que le plus jeune entretient avec son corps, qui finalement ne va plus faire confiance dans les messages que son corps lui envoie, qui va sans arrêt se référer à une autorité, alors quand il est petit, ce sont ses parents, mais plus tard, ça va être une autorité scientifique ou médicale. Hein. Voilà, ça c'est quelque chose que tous les parents font, de sans arrêt intervenir. La durée du sommeil, par exemple, le fait de les lever le matin pour les emmener à l'école, on ne peut pas imaginer que ça n'a pas d'impact. On ne peut pas imaginer que la manière dont tous les aspects de la vie des enfants, et notamment tout ce qui concerne leur corps, donc la façon dont tout ça est supervisé, réglementé, façonné, que ça n'ait aucun impact plus tard. Un impact négatif, parce que ça déconnecte de soi. Ce sont de vraies problématiques modernes, actuelles, contemporaines. C'est cette incapacité qu'on a de se comprendre soi-même, aussi bien physiquement que psychiquement d'ailleurs. Je parlais aussi de la destruction de la sensibilité. On est naturellement sensible à notre environnement et à force que d'autres nient notre sensibilité, et bien finalement, et surtout si les manières de nier cette sensibilité sont extrêmement violentes, impliquent des traumatismes physiques et psychiques importants, les enfants vont finir par construire une incapacité à ressentir les autres. Ça c'est des choses très très précises, hein. Mais de manière plus générale, on peut dire que toutes les violences des adultes entre eux se fondent dans l'enfance, dans les traitements mauvais que les enfants ont reçus, qu'il s'agisse de violences entre adultes, de violences intrafamiliales, évidemment de violences sur les enfants, puisqu'on a tendance à perpétuer les violences qu'on a, mais aussi de comportements destructeurs, probablement l'usage de drogue, d'alcool, qui sont des substances qui vont aider à éteindre la douleur finalement de ces traumas qu'on a subis.
Donc, le désastre psychologique que j'évoquais tout à l'heure, qui est un désastre, qui est une destruction de la sensibilité, va aussi amener le désastre écologique. Les guerres, je ne l'ai pas évoqué, mais ça me semble totalement évident. L'incapacité à prendre en compte autrui, à partager, et finalement aussi la tendance à considérer tout être vivant comme un objet, in fine, d'où le désastre écologique. Oui, parce qu'on a été considéré comme ça enfant, donc ça devient une normalité. C'est ça. Et donc, en fait, je pense, je suis convaincue, et puis on est nombreux, par exemple à l'Observatoire de la violence éducative ordinaire dont je fais partie, à considérer qu'il y a un continuum des violences. Finalement, la perception de ce qui est violent a évolué énormément au cours de l'histoire. Au XIXe siècle, on traitait les enfants d'une manière qui nous apparaîtrait choquante aujourd'hui et qui était parfaitement normalisée et banalisée il y a 150 ans. Probablement qu'un grand nombre de ces comportements relèveraient aujourd'hui en tout cas seraient considérés comme de la maltraitance et serait une indication à convoquer les services sociaux, tu vois. Donc petit à petit, effectivement, notre perception de ce qui est violent évolue. Aujourd'hui, sur la question de la fessée et de la gifle, il y en a encore qui considèrent, non, enfin quand même, une fessée, ça n'a tué personne, c'est pas bien grave. Et puis peut-être qu'on bloque un petit peu sur la fessée et puis on va évoluer et petit à petit, on va remettre en cause de plus en plus de comportements. Mais il y a toujours ce qui est admis et ce qui ne l'est pas. Et plus on va avancer, plus je pense que on va résister à remettre en question les violences, les abus les plus banals, les micro-abus, les abus ordinaires, les abus non spectaculaires, ceux qui ne se voient pas trop. Et là, je pense que tant qu'on n'aura pas vraiment remis en cause, dénoncé la domination adulte, cette dérogation au droit commun, on va avoir du mal à remettre complètement en cause toutes les toutes les violences et tous les abus, micro-violences et micro-abus que l'on exerce sur les plus petits. Oui, d'autant plus comme tu le disais, et que finalement, le fait d'obliger les enfants à se lever le matin et à pas écouter leur sommeil, c'est ce qu'on continue à faire quand on est adulte pour aller travailler à telle heure, et que finalement, plein de gens te diraient que finalement, oui, on les oblige, mais que du coup, ça les apprend à se réguler et qu'ils en auront besoin pour la vie d'après et que tout ça est lié. Alors qu'en fait, on pourrait très bien s'organiser différemment. Mais c'est ça. D'ailleurs, tu parles d'un truc dont je voulais parler tout à l'heure, mais j'y reviendrai. Donc, juste pour revenir sur le continuum des violences, c'est parce qu'on s'autorise d'emblée les micro-violences que j'ai évoquées tout à l'heure que les macro-violences et les violences spectaculaires, les maltraitances, les agressions sexuelles existent en réalité. Les unes sont le terreau des autres, le terreau fertile des autres. Et alors, oui, ce qu'on peut peut-être expliquer quand même pour ça, là-dessus, excuse-moi, je veux pas couper ton déroulement, mais je voulais juste dire pour ceux qui le savaient pas, quand on dit c'est le terreau, c'est important parce que en fait, on a souvent un peu l'idée, par exemple, d'un viol qui serait commis par quelqu'un qu'on connaît pas, qui arrive comme ça de nulle part dans la rue, mais en fait, ça existe quasiment pas. C'est des gens qu'on connaît, qui se rapprochent doucement, enfin doucement ou pas très doucement, mais puis qu'à un moment donné deviennent de plus en plus violents. Et c'est comme les enfants qui sont tués par leurs parents, ils sont pas tués au premier coup de violence. Les femmes, pareil. C'est une violence qui s'est exercée de plus en plus fort pendant des années, jusqu'à temps qu'on en arrive à la mort. Mais ça commence par quelque chose de plus petit qui grossit. On avait évoqué, toi et moi, en off ou pas, je ne sais plus, mais le livre de Dorothée Ducy, Tropologie de l'inceste, là, le berceau des dominations. Ouais. Voilà. Pour Dorothée Ducy, il n'y a pas de problème à forcer un enfant à avaler quelque chose. Alors évidemment, on ne va pas l'attraper et puis lui mettre la cuillère dans la bouche, mais on va lourdement insister pour qu'il goûte à tous les plats. La violence, elle commence là. Je suis désolée, tu reçois des gens chez toi, tu leur proposes un plat et ils te disent qu'ils n'en veulent pas, tu ne vas pas insister pour qu'ils y goûtent. On est d'accord?
Pourquoi est-ce que tu te permets de faire ça avec un plus jeune? Le parent fait ça, mais la dame de la cantine aussi, les auxiliaires de puériculture aussi. La violence et la domination adulte, elle commence à partir du moment où on force un enfant, où on ne respecte pas son consentement. Et son consentement, c'est pas forcément par la parole. L'enfant consent par le corps. Et un enfant qui ne veut pas goûter un plat, eh bien, il a très bien exprimé son besoin et son individualité. Pourquoi, nous les adultes, on considère qu'il faut le forcer à goûter ce plat? On n'en finira pas même avec les violences sexuelles, si on ne commence pas par ça, cette base. On ne force pas les gens. Et c'est vrai dans tous les domaines, même pour les adultes. C'est intéressant et important parce qu'effectivement, comme tu le disais, on arrive sur des notions qui sont un peu plus subtiles. Écarter les violences énormes, c'était un peu facile. C'est la partie émergée de l'iceberg. Non, effectivement, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et c'est pour ça que je dis qu'on va s'approcher indéfiniment de... comment dire, on va s'approcher indéfiniment de notre objectif, mais on n'arrivera pas à en finir totalement avec les violences tant que subsisteront. Voilà, enfin, tu sais, tout à l'heure, je disais, il y a une progression dans l'histoire, et c'est vrai, il y a des choses qu'on ne fait plus aux enfants. Quand tu lis le livre de Lloyd de Mos, History of Childhood, qui n'a pas été traduit, mais dont les arguments ont été largement repris dans Parents porteurs de paix de Robin Grill, qui va bientôt paraître aux éditions du Être Myriadis. Lloyd de Mos a cette formule extraordinaire qui dit l'histoire de l'enfance est un cauchemar dont on se remet à peine. On n'imagine pas le cauchemar que c'était. Et bon. Et ce qui est fou, c'est que tu as des gens qui disent l'enfance, c'est tellement l'insouciance, etc. Et en fait, non, c'est pas du tout l'insouciance. Et d'où ça vient? Non, c'est récent comme notion. Et d'ailleurs, l'insouciance, l'idée de l'enfance insouciante, c'est un nouvel avatar de la domination adulte. Ça s'exprime autrement. Et donc, on a fini avec certains comportements, mais il y en a qui subsistent, et on n'en finira jamais avec les violences, les abus, etc., même si ils deviennent en apparence moins courants ou moins admis, tant qu'on n'aura pas remis en question cette base de on ne force pas un enfant. Voilà, tout simplement. La suite de cette conversation sera publiée la semaine prochaine, dans un prochain épisode. Nous parlerons des impacts de cette domination adulte et de comment en sortir, enfin. Merci pour votre écoute, à très bientôt. Si vous souhaitez en savoir plus sur Dalibor Kamilovanovic, sur sa maison d'édition, le Être Myriadis, si vous voulez la contacter, lire ses publications, connaître ses livres, vous pourrez trouver comme d'habitude toutes les informations utiles dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt!